Bonjour Frédéric, Frédéric Berg. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ça fait de très nombreuses années qu'on ne s'était pas vus. La première fois, on était tout enfant à Angoulême, en Mm. Charente. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de temps a passé et donc je vais te présenter aux personnes qui nous écoutent. Donc Frédéric Berg, tu es actuellement journaliste au Natural Trail, journaliste à la Charente Libre, adjoint au service région Charente Libre et aussi directeur général à Mons Éditions. Aujourd'hui, ce qui me ferait très plaisir, c'est que nous parlions un petit peu plus en détail de choses que tu as pu dire lors d'une interview qui a été filmée par ton frère Alexis Berg, que l'on peut retrouver sur Internet, que je laisserai en lien en dessous de la description de la vidéo. Les personnes pourront comme ça retrouver. Donc c'était lors de l'Ultra Trail de World Tour en 2013, hein, le Grand Trail. Et donc au courant de cette interview, on te voit en action pendant ce trail qui est extrêmement physique et qui est un vrai défi. Tu as dans des moments plus intimes exprimé certaines choses. Et pour les personnes qui s'intéressent aux activités physiques poussées, puisque je te vois comme un athlète de haut niveau, on peut le dire, hein, tu es un athlète de haut niveau. Oui. Voilà. Et au cours de cette expérience, tu as pu dire des choses très profondes et j'aimerais bien qu'on les développe avec toi. Oui. Donc, tu as parlé je vais citer plusieurs phrases que tu as dites. Tu as parlé d'un défi face à soi-même. Tu as dit, j'ai juste envie d'aller au bout. Sans doute qu'on va aux limites. Et tu parles de rêve éveillé. Est-ce que il serait possible que tu nous parles un peu plus de ces choses que tu as ressenties à ce moment-là à travers ces phrases? Ouais, bien sûr. Je vais recontextualiser un tout petit peu. En fait, il s'agissait de la Diagonale des Fous, Mm. qui est une course à La Réunion, qui est un format, le format de l'Ultra Trail, est en fait un format qui est basé sur le 100 miles américain, donc à peu près 160 km, avec Énorme. c'est un relief montagneux. Il y a l'équivalent de 10 000 mètres de dénivelé positif sur la Mm. distance. Pour moi, c'était une course très particulière, celle-là, puisqu'en fait, elle intervenait euh, quelques années après une blessure physique importante. Au genou, Je je crois. je m'étais C'est au genou? brisé Mm. tibia péroné, Ouais, euh, oui. C'est euh, plus que je. Oui. en, en jouant au foot de manière récréative. Et à l'époque de cette blessure, donc en 2007, Oui. euh, j'ai euh, j'ai eu l'impression de frapper un mur, au-delà du fait que je me brisais les os. En Mm. fait, j'ai toujours fait du sport Mm. dans ma vie. Euh, à l'époque, donc j'avais déjà 37 ans, 36 ans, je, je pratiquais encore le rugby au niveau régional. Je jouais au foot aussi quasiment toutes les semaines, mais j'avais une approche du sport qui était, alors je le réalise aujourd'hui, complètement aberrante. Bref. Et puis j'étais dans un fonctionnement de vie un peu particulier où en fait je faisais pas attention ni à ce que je mangeais, ni à dire un rythme. J'étais un peu emporté dans une vie à la fois rempli, mais rempli de choses qui n'étaient pas forcément très utiles. Mm. Bref, je manquais de sommeil, je manquais d'à peu près tout, mais j'avais l'impression d'avoir une vie très remplie et épanouie. Euh, et cette fracture a été vraiment une sorte de moment d'arrêt, bon, un peu de sidération. Il se trouve que j'ai dû être opéré dans les jours qui suivent, voilà. Et puis, il s'est agi ensuite de, de se reconstruire un petit peu. Donc Oui. voilà, une convalescence qui n'a pas été simple parce que j'avais du métal un peu partout dans la jambe. Oui. Et donc, bon, assez vite, j'ai compris que
oui, j'allais récupérer, mais que notamment pour le sport, c'était un peu compromis parce que je rentre pas dans les détails, mais j'avais notamment une vis qui bloquait la malléole, donc en fait j'avais peu d'amplitude dans la cheville. Enfin, en gros, Ah oui, 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 je je vois tout pouvais à fait. Ouais. pas courir, je pouvais Ouais. faire du vélo et puis bon, les séances de kiné. Et il y a un moment clé dans tout ça, c'est donc je me blesse, je suis pris en charge par les pompiers, on m'emmène dans une clinique et là on me dit il faut vous opérer rapidement. Mm. Le médecin orthopédiste que j'ai rencontré à ce moment-là, il m'a dit une phrase alors, qui moi m'a frappé, j'imagine que pour lui c'était presque une anecdote. Il me dit quelque chose qui marche avec les sportifs, c'est que juste avant de les opérer, je leur demande s'ils ont un objectif, qui peut être sportif ou peu importe, Mm. et cet objectif qui pourrait ensuite s'inscrire dans la convalescence, justement. Est-ce qu'ils ont un rêve de sportif, un rêve tout court? Et alors, bizarrement, le premier truc qui m'est venu, c'est de lui dire, ben oui, un jour, j'aimerais courir la Diagonale des Fous. Cette course-là que j'avais rencontrée comme journaliste quelques années plus tôt parce que j'avais travaillé à La Réunion, et puis c'est une course que je connaissais parce que bon, La Réunion, j'y étais allé plusieurs fois, donc j'y avais travaillé comme journaliste. J'avais suivi la course comme journaliste. Et c'est le premier truc qui m'est venu en lui disant, bah oui. Et donc il m'a dit, ben, il me dit pour une raison que je n'explique pas, un sportif qui s'accroche à un projet comme ça, eh ben, la plupart du temps, il l'accomplit. Bon, j'ai rangé ça, j'y ai pu penser pendant quelques semaines, mais au début de ma convalescence, c'est-à-dire les premières séances de kiné, je me suis dit, ben, en fait, ça s'était inscrit quelque part. Et donc, assez vite, l'interrogation que j'ai eue, notamment auprès de la kiné qui m'a suivi, c'est de lui dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à courir et tout ça? Donc, elle m'a dit, patience, patience, on verra ça plus tard. Et puis, au bout de quelques mois, la question s'est posée, et c'est là où elle m'a dit, bah, y a un obstacle, c'est que oui, il y a une vis Ouais. qui est dans la malléole et qui gêne l'amplitude de la cheville, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, je suis retourné voir le chirurgien orthopédique que je voyais aussi pour le suivi post-opératoire. Ouais. Et là, il m'a dit, oui, oui, effectivement, c'est un peu embêtant, d'autant plus que j'avais donc une ostéosynthèse, donc il y avait d'autres éléments métalliques qui venaient consolider mon os. Ouais. Et il m'a dit, ben, on peut l'enlever, surtout si vous voulez continuer à faire du sport, oui, c'est envisageable, mais voilà, faut attendre une consolidation complète. Et je vous préviens, quand on vous enlèvera le matériel, il faudra aussi que vous soyez patient parce que derrière, il faudra être prudent sur. Je lui ai dit très bien. Et quand on s'est revu 6 mois après l'opération, je lui ai dit écoutez, moi, voilà, aujourd'hui, je peux refaire du vélo, je peux refaire plein de choses, mais je suis bloqué. Il m'a dit on refait une radio d'ici quelques semaines. Si c'est bon, je vous réopère dans quelques mois. En Oui, réalité, bien c'est une sûr. opération générale qui n'intervient pas avant au moins 1 an et demi après l'ostéosynthèse, enfin la première opération. Et là, en fait, il m'a enlevé tout le matériel 9 mois après la première opération. Donc, il a fallu pendant 2 mois que je sois extrêmement prudent Mm. parce que forcément, il y a l'endroit, ben, c'est un endroit fragilisé, hein. Oui, et puis Et donc, instabilité. Mm. voilà. Et, euh, et puis ensuite, ben, tout s'était bien consolidé et je me suis, alors je peux même dire, mis à courir parce que j'ai couru étant jeune, en faisant du sport. Mais en fait, je n'avais jamais couru pour courir d'une certaine manière, c'est-à-dire me dire, tiens, je m'attaque à un 10 km. Quand je Ouais. faisais du rugby ou du foot, oui, on courait, on faisait 45 minutes. En tout cas, je Mm. n'avais aucun repère. Ouais. Et donc, je me suis mis à courir. Et ça a été une découverte. Alors, d'abord, une découverte un peu douloureuse, c'est-à-dire qu'au début, j'avais un Ouais. mal fou. Ouais. Et puis, ben, petit à petit, les choses se sont mises en place. Mais j'ai couru sans savoir vraiment où j'allais. Sauf que ce qui est important, c'est que je me suis inscrit pour la Diagonale des Fous. Et je me suis inscrit vraiment au moment où j'ai commencé à courir, c'est-à-dire au printemps 2008. Évidemment, je ne me suis pas inscrit pour l'édition 2008 parce que c'était trop court, mais pour l'édition 2009. Et donc, j'avais un peu plus d'1 an devant moi pour me préparer.
Et voilà, je suis un saut dans l'inconnu. Et pour moi, l'idée était de vivre une aventure, hein, au-delà de l'épreuve de course à pied. Et donc, je me suis préparé de manière très imparfaite, mais j'ai couru, j'ai marché, et finalement, j'ai pris le départ de cette course, donc pour la première fois, en octobre 2009. D'accord. Je suis allé au bout dans des conditions particulière, mais en tout cas, je l'ai très bien vécu. Ça a été physiquement un peu douloureux. Oui. En revanche, je n'ai eu aucun doute, c'est quelque chose qui m'a frappé parce qu'en fait, donc j'ai mis 53 heures la première fois que Et honnêtement, je n'ai jamais douté du fait que j'irais au bout, même si ça a été par moments très difficile parce que la privation de sommeil, par exemple, à laquelle je n'étais absolument pas habitué, et puis l'effort long, c'est-à-dire au bout de quelques heures, la digestion s'arrête, enfin des choses en fait que je n'avais pas expérimentées jusque-là ont été quand même un peu. Et derrière, ça a été compliqué, mais d'abord, la satisfaction d'être allé au bout, c'est un sentiment que je n'avais jamais connu jusque-là et qui m'a beaucoup interrogé. Je me suis dit, tiens, cette forme d'accomplissement. Et en fait, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ça m'a donné envie de continuer. Très Mm. vite. En fait, au bout Ouais. d'un mois, j'avais récupéré physiquement Et et ouais. je me suis remis à courir. Et ça a été presque inattendu parce que pour moi, c'était une aventure. Je la faisais une fois. Donc, il se trouve qu'en plus, un ami m'a dit, écoute, j'ai vécu ton aventure par procuration, je veux la courir l'année d'après. Donc, du coup, j'y suis retourné en 2010, Ouais. là, dans des conditions, je veux dire, où je me suis un peu plus préparé. Donc, Préparé. je suis allé à la montagne. Puis, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, mais tiens, est-ce qu'il existe une littérature? Évidemment, je savais qu'il en existait, je savais qu'il y avait des revues. Et, euh, et donc, j'ai commencé. Alors, ma curiosité de journaliste a fait que je me suis dit, bon, bah voilà, est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a que dit la science à propos de tout Mm. ça? Là, je me suis rendu compte que c'était un peu brouillon. Je Mm. m'explique en deux mots. Il y a beaucoup de revues spécialisées qui proposent des conseils et tout ça. D'abord, je me suis Mm. rendu compte que c'était souvent très redondant, que c'était très peu étayé. Mm. C'est-à-dire, il y avait des choses qui étaient annoncées, mais je ne voyais pas derrière ni une littérature scientifique, ni des experts, en tout cas des gens qui viendraient appuyer des conseils, des plans d'entraînement sur des données probantes. Enfin, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'elles existent? Je me suis aperçu que oui, qu'il y avait une Mm. littérature scientifique extrêmement intéressante, extrêmement abondante. Mais alors, ce qui m'a encore plus surpris, c'est que, en fait, ces éléments-là étaient en contradiction presque frontale avec tout ce que véhiculait notamment la presse spécialisée. Bon, là, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Bon, bref, en tout cas, je suis resté à ce moment-là sur les méthodes que j'arrivais à grappiller ici et là. Voilà. Je ne me suis pas fondamentalement amélioré entre 2009 et 2010 Ouais. parce qu'à ce moment-là, j'ai rencontré ce que rencontrent la plupart des gens qui se mettent à courir, c'est-à-dire des blessures un peu récurrentes, des bobos, des trucs. Donc là, ben, j'allais chez le kiné. C'était un cercle vicieux d'une certaine manière. Mm. J'arrivais à sortir d'une blessure, mais c'était pour en rencontrer une autre. Je me suis dit, bon, en tout cas, j'ai fait la diagonale une deuxième fois. Et puis, j'ai commencé à courir d'autres formats. Et honnêtement, j'avais un niveau très moyen et je butais souvent sur la limite qui était la blessure. Mm. Euh, et puis, voilà, j'avais l'impression de ne pas m'améliorer. Donc, j'ai fait cette deuxième diagonale des Fouges. Et puis, à ce moment-là, il s'est trouvé que dans ma vie, des choses ont changé. Je suis parti vivre au Québec en 2012. Ouais. Euh, et je suis arrivé au Québec, là, pour le coup, sérieusement blessé. C'est-à-dire, donc, ça faisait à peu près 3 ans que je courais. Euh, J'avais réussi quelque chose qui était un objectif que je m'étais fixé, mais à perdre un petit peu de poids, parce que là aussi, dans les conseils que j'avais grappillés ici et là, on me disait, bah, t'es un peu lourd. Alors, c'est vrai que
on va dire que mon physique de rugbyman, je mets des guillemets autour de ça, j'étais aux alentours de 90 kilos. Oui. Progressivement en courant, puis donc j'ai arrêté, je suis arrivé à peu près à 80 kilos, donc j'avais perdu une dizaine de kilos. Mais je me sentais encore, bon, j'avais l'impression d'être dans un corps encore un petit peu, en tout cas pas très adapté peut-être à la course à pied, mais voilà, j'avais pas de repères. Et en arrivant au Québec, j'ai vraiment accumulé des blessures, vraiment des blessures parfois invalidantes, des problèmes de dos, des problèmes donc de sciatique, hein, ce qu'on appelle en Oui, fait, je vois. était plus lié à des contractures musculaires, et Oui. puis des tendinites. Donc vraiment, j'étais dans le schéma classique du coureur qui court sans Oui. trop s'interroger sur la manière dont il doit courir. Est-ce Mm. qu'il y a voilà, j'étais clairement dans un cercle vicieux, c'est-à-dire j'arrivais à régler une blessure, c'était pour en attraper une autre. Ben, bref. Est-ce que tu étais suivi pendant tes entraînements parce que tu cumulais les blessures? Est-ce que c'était je me fais mal et après je me fais soigner, ou est-ce que tu avais quand même quelque chose d'un petit peu préventif, un minima À ce autour? moment-là, très peu. Très peu. J'avais commencé à modifier des choses dans mon alimentation. Ouais. Voilà, parce que par exemple, alors ça c'est quelque chose qui m'a surpris, mais en courant, par exemple, j'ai perdu l'appétit de la viande rouge, par exemple. Je sais pas D'accord. pourquoi. En tout cas, à ce moment-là, j'ai arrêté. Il se trouve que je ne mange plus ou quasiment plus de viande depuis donc à peu près cette époque-là. Mais là, ça n'a pas été à ce moment-là une doctrine. C'est simplement que Mmh. je n'avais plus d'appétit pour ça. Mmh. Donc voilà. Oui, ton Euh, corps t'a dicté cette conduite en En définitive. tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je Mmh. n'avais Mmh. plus envie. Euh, j'avais l'impression, en tout cas, ça gênait ma digestion. En tout cas, j'étais pas à l'aise avec ça. Donc voilà. Mmh. Mais bon. Et puis, on va dire que c'est en arrivant au Québec que vraiment, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une prise en charge, ou en tout cas que je m'interroge et que j'aille voir des professionnels pour. Mmh. Donc là-bas, on dit pas kiné, mais des kinésiologues qui m'ont pris en Mmh. charge. Et assez vite, ils m'ont dit, bon, il faut que vous modifiez des choses, qu'effectivement, votre corps, il est un peu en souffrance. Donc, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'on m'a dit, écoutez, ça serait bien que vous travailliez debout. Je dis, ah bon alors là, et donc, le kiné que j'ai vu là-bas, il m'a dit, oui, oui, ça serait bien parce que clairement, vous avez des tensions importantes au niveau du bas du dos, des muscles, du psoas et tout ça. Mmh. Donc, j'ai découvert tout ça parce qu'à Mmh. l'époque, j'avais mal au dos, je pensais que j'avais mal aux reins. Enfin, donc c'est un peu Mmh. l'expression qui revient. Les reins, je l'ai appris depuis, ne peuvent pas, en tout cas, ne provoquent pas de douleur. C'est Mmh. donc toute la chaîne musculo-squelettique. Enfin, j'ai découvert ça à ce Mmh. moment-là. Donc, j'ai commencé à travailler debout. Ça a résolu un certain nombre de choses. Et puis, j'ai rencontré, puisque Blaise Dubois, donc le créateur de Oui. la clinique du coureur, qui est un Ouais. organisme de formation en fait, qui s'appuie que sur des données scientifiques, des données dites probantes, donc des données qui Mmh. ont fait l'objet d'un consensus scientifique. Tout à fait. Euh, Et lui-même euh, est physiothérapeute et coureur. il est physiothérapeute, coureur, il a été le physiothérapeute de l'équipe d'athlétisme du Canada, donc c'est quelqu'un qui s'est Mmh. beaucoup interrogé et qui, lui, en fait, au départ, il s'est rendu compte lui aussi qu'il soignait des coureurs, mais qui Ouais. souvent sortaient pas de blessures. Donc voilà, il s'est interrogé en disant Mmh. qu'est-ce que la science peut nous apprendre dans la prévention des blessures en course à C'est pied. ça. Et c'est Mmh. là qu'il a découvert des choses qui l'ont lui aussi beaucoup surprise, parce qu'il s'est rendu compte que cette science était importante, mais parfois pas enseignée, mal Mmh. enseignée, et que voilà, il y avait sans doute des rapprochements à faire entre ce monde scientifique et puis la pratique sportive, mais aussi les professionnels de la santé qui prenaient en charge Mmh. des coureurs à pied et au-delà des sportifs, hein. Mmh. Donc, moi, j'ai changé. À ce moment-là, on m'a dit, il faut que tu t'interroges aussi sur ce que tu as dans les pieds, c'est-à-dire les chaussures. Est-ce que c'est des chaussures qui sont adaptées? Et en fait, là, j'ai revu. En fait, je suis reparti à zéro, clairement. En 2013, euh, Blaise Dubois m'a dit, écoute, si tu as envie de courir de temps en temps
ne change rien. En revanche, si tu as envie d'inscrire la course à pied en fait, dans ta vie, alors mais si vraiment d'abord tu t'intéresses à ta santé à moyen ou à long terme, si tu veux que la course à pied soit, pourquoi pas, un outil d'une santé meilleure, ben voilà, il y a des choses à prendre en compte. Donc il m'a parlé de beaucoup de choses, il m'a fait lire beaucoup de choses. Et là, je me suis rendu compte qu'à la fois j'étais ignorant, que j'avais sans doute ignoré beaucoup de mes propres intuitions. Ouais. Ça, c'est Euh, intéressant. et ça, je me suis dit, bah bon sang, voilà. Il m'a fait expérimenter, il m'a dit, mais tu vois, tu cours, bon, tu t'interroges pas beaucoup sur ce qu'on appelle le patron de course, c'est-à-dire comment on court, comment notre foulée, comment elle se met en place et tout ça. Il m'a dit, en fait, pour découvrir quelle est la foulée idéale, mais il y a un moyen tout simple qu'expérimentent les enfants, il suffit de se mettre pieds nus et de courir. Et à ce moment-là, c'est un petit miracle qui se produit, c'est-à-dire qu'on court avec une foulée qui est très conservatrice, en tout cas, on met en place tout ce que notre corps a prévu et que l'évolution très longue, hein, on est issu d'une évolution très lente et très longue, mais qui en fait nous a équipés d'outils, de muscles, d'os qui en fait nous permettent de courir. J'ai rencontré aussi une évidence scientifique qui m'a frappé parce que honnêtement, je n'avais jamais entendu ça jusque-là. Pourtant, c'est une évidence scientifique qui s'est imposée à la fin des années 80, c'est que l'être humain est l'animal le plus endurant. D'accord. Mais là où c'est qu'il est, il est 4 fois plus endurant que les animaux les plus endurants. Les animaux qui sont très endurants sont le cheval, le chameau, le dromadaire, le chien et le loup. Voilà, qui sont capables de courir plus d'une dizaine d'heures. Donc vraiment de maintenir une course à moyenne intensité sur un homme bien entraîné est capable de courir une soixantaine d'heures. C'est-à-dire qu'il est 4 fois plus endurant que les espèces les plus endurantes. Honnêtement, quand j'ai lu ça la première fois, sous la plume de Daniel Lieberman, qui est donc anthropologue à l'université Harvard, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis voilà, je me suis plongé dans tout ça et je me suis rendu compte que oui, la course à pied s'inscrivait dans l'histoire de l'homme avec un petit H, de l'être humain, de l'homo sapiens, et qu'on était doté d'outils incroyables qui nous permettaient précisément de courir, alors pas vite, mais très longtemps. En rapidité, on est complètement nul, hein, faut quand même être un peu objectif. Usain Bolt, qui est jusqu'à aujourd'hui l'homme le plus rapide, se fait battre sur un 100 mètres, qui est sa distance de référence, par un écureuil qui pèse 250 grammes, par un chat sédentaire, enfin, soyons clairs, par un hippopotame. Voilà, on est complètement nul en intensité, en très haute intensité, en vitesse. Ouais. En revanche, au bout de 4 heures, il y a une vingtaine d'espèces qui nous suivent. Oui. Et au bout de 10 heures, il y en a 4. Et après, on est tout seul. Ouais. Et ça, honnêtement, je n'avais jamais rencontré ça dans mes cours de sciences naturelles. Enfin, j'en sais rien. Puis ensuite, après. Et pourtant, c'est une évidence scientifique qui est aujourd'hui enseignée. Daniel Lieberman a publié, enfin bon, aujourd'hui, il y a eu y compris d'ailleurs des livres de vulgarisation scientifique ou pas. Il y a un livre qui est aujourd'hui la bible des coureurs à pied de longue distance qui s'appelle Born to Run, d'un journaliste qui s'appelle Christopher McDougall, qui en fait raconte le travail de Daniel Lieberman. Et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais en tout cas, en rencontrant tout ça, je me suis dit, oui, la course à pied peut être un outil pour ma santé. Et donc, j'ai vraiment tout repris à zéro, hein, honnêtement. Hein. Donc, j'ai fait ce qui s'appelle la transition, c'est-à-dire j'ai réappris à courir avec des chaussures plus fines.
beaucoup plus fine, qui est moins technologique, qui en fait Ouais. laisse le pied. Le pied, c'est l'organisme, l'organe le plus Le complexe, hein. support, ouais. Le Il y a support, presque ouais. une trentaine d'os, il y a un nombre de tendons Mmh. incroyable, un nombre de muscles Mmh. incroyable. Euh, Sauf que c'est un outil pour percevoir le Mmh. sol, et le tendon le plus fort du corps humain, ça aussi je l'ai découvert, c'est le tendon d'Achille. Ce tendon n'est utile que quand on court, et il rend Mmh. d'ailleurs la Ça le course. renforce plus. Euh, Mmh. il permet même de créer une sorte d'économie de course qui restitue une Mmh. partie de la force. Mais tout ça, encore faut-il avoir une foulée qui soit une foulée avant-pied, médio-pied. Bon, tout ça est un peu Tout à technique, mais fait. Mmh. j'ai découvert ça. J'ai découvert que oui, on pouvait courir longtemps sans se blesser, et et quand c'est inscrit dans ma vie de tous les jours, eh ben j'ai commencé à apprécier courir là véritablement. C'est devenu un outil de ma santé, mais aussi un outil de mon équilibre, hein, clairement. Et ça m'a mené donc dans des directions qui étaient inattendues à ce moment-là, c'est-à-dire que oui, je me suis mis à collaborer avec des revues de course à pied, parce que moi, ce que je leur ai dit les premières fois où je les ai sollicités, c'est que voilà, honnêtement, il y a des revues qui avaient déjà fait ça, mais qui étaient ou Oui. plus confidentielles ou plus scientifiques. Mmh. Sport et Vie, Zatopek, qui ont fait des choses de vulgarisation, mais qui étaient souvent pas ringardisées, mais en tout cas, la communauté, la majorité des coureurs n'était pas, en tout cas, connaissait peu ces. Oui, Donc oui, oui. parfois, ça a été Mmh. caricaturé, on a Mmh. appelé ça le minimalisme. Le minimalisme, Mmh. c'est. Oui, si on veut éloigner des choses, on les caricature, ça a été Mmh. le cas. Aujourd'hui, ça reste encore euh, parfois caricaturé, mais aujourd'hui, il y a des évidences scientifiques Mmh. qui se sont imposées. Évidemment, tous les coureurs élites sont, je veux dire, connaissent ça très bien. Voilà. Après, il y a une réalité. Cette réalité, je l'ai découverte, c'est que les équipementiers Oui. qui fournissent les chaussures, principalement, Mmh. ont une force financière, marketing Mmh. extrêmement forte. Et pour convaincre des gens d'acheter de 100 à 300 dollars ou euros des chaussures qui, soi-disant, intègrent tout un tas de technologies qui vont nous permettre de mieux courir. Voilà. Alors, les arguments ne sont jamais scientifiques, même si parfois ils aiment bien utiliser le mot science. Bon, ils ont été condamnés plusieurs fois pour ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et quand je dis que ça s'inscrit dans mon équipe de vie, c'est-à-dire que progressivement, bon, ça m'a permis voilà, de prendre en compte beaucoup d'autres choses. Donc, Mmh. mon alimentation, ma préparation. Et voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça nourrit beaucoup de ça. Ça m'a permis aussi du coup, d'écrire Oui. au-delà des articles. J'ai coécrit donc le livre La Oui, clinique du coureur. avec Blaise Euh, Dubois, oui, vous avez fait ça et puis avec les photos de ton frère Alexis, oui, hein? alors du coup, Ouais. Alexis, qui est mon jeune frère, on a 15 ans d'écart. Mmh. Alors ça rejoint le tout départ de notre entretien, c'est-à-dire le fameux Mmh. film en 2013, donc, qui était du coup ma troisième Diagonale des Fous, Oui. où là, j'ai voulu qu'il vienne avec moi. Donc lui, il était photographe, mais Mmh. à l'époque, il était photographe de théâtre, de cinéma, mais pas du tout de sport. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Lui était en France, moi j'étais au Canada à l'époque, parce Mmh. que j'aimerais bien qu'on puisse témoigner, parce qu'en fait, moi j'avais aussi à l'époque sollicité, j'avais sollicité des gens pour m'aider, parce que c'était aussi une dépense et tout ça. Et Mmh. donc je m'étais dit, pour remercier ces gens-là, je voulais qu'il existe quelque chose. Donc on avait pensé à un petit film. Et donc ce film qui s'appelle Partie en diagonale, qu'on retrouve Oui. notamment sur des plateformes bien connues, Mmh. a été le point de départ d'une aventure en fait incroyable, Mmh. parce que à la fois mon frère est aujourd'hui considéré, alors c'est absolument pas moi qui le dis, mais comme un des meilleurs
photographe, vidéaste de ce sport-là. Il a des collaborations dans le monde entier. D'accord. Il a lui aussi écrit des livres. Il a des films qui ont été primés internationalement. Et donc, ça a été aussi un peu le conducteur de la création de notre maison d'édition, puisqu'on a écrit tout le dé un livre pour documenter cette discipline. Et ce livre-là aussi a été pour nous l'occasion de faire parler tous ces scientifiques une première fois. Ce livre qui s'appelle Grand Trail, Oui. qui a été édité aux éditions de La Plage en 2015, a été d'abord a connu un succès qui même nous a incroyablement surpris. Enfin, ce livre-là, qui était une espèce de gros livre, un livre de luxe presque, qui coûtait 50 €, a connu un succès incroyable, a eu une version aux États-Unis qui a connu aussi un très gros succès. Nous, on pensait au départ, et la maison d'édition pensait au départ, que ce serait un objet un peu confidentiel, un objet de niche. Finalement, on s'est rendu compte que d'abord, ça voulait dire aussi qu'il y avait une attente. Et donc, en fait, cette histoire-là ne s'est jamais arrêtée, puisque aujourd'hui, donc on a créé notre maison d'édition Mons, on en est à notre huitième livre qui est sorti tout récemment. Bon, un livre sur l'alpinisme, mais voilà, on est toujours dans cet univers-là et Du donc sport moi, extrême toujours? C'est aussi sport vécu extrême. de façon intense et entière ou Ce pas qui ce nous que tu livres? intéresse dans nos livres, c'est vraiment d'être dans le partage d'expériences et à la fois de raconter des histoires qui peuvent être inspirantes. Je comprends que tout le monde n'ait pas envie de se mettre à la course à pied, mais il y a vraiment des choses, honnêtement, ce que j'ai découvert moi à travers la pratique de ce sport d'ultra-endurance. L'alpinisme est un sport d'ultra-endurance, mais comme est la navigation quand on traverse un océan, enfin, on retrouve les mêmes problématiques de privation de sommeil, de vigilance, Oui. d'entraînement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais cette belle histoire a fait que aujourd'hui, j'interviens dans un diplôme universitaire de trail à l'université de Besançon, où je D'accord. viens aussi traduire de tout ce dont on parle aujourd'hui, et aussi de, de ce que à la fois la science apprend, mais aussi euh, de rendre et de témoigner, de vulgariser toutes ces choses qui aujourd'hui permettent de dire que oui, la course à pied peut être un élément de stabilité, d'équilibre, de Oui. santé, Mmh. jusqu'à d'ailleurs un âge avancé. Mmh. Et voilà, traduire tout ça, et aussi, d'une certaine manière, mais ça c'est mon travail de journaliste, et Mmh. sinon de nuancer, en tout cas de fragiliser le discours marketing Mmh. de marques qui encore aujourd'hui explique que pour courir vite, il faut courir avec des chaussures chères. C'est complètement faux. Avec des drops Je, énormes et puis quelquefois elles coûtent très, très cher et on a la mousse qui s'affaisse à un endroit du pied, ce qui déséquilibre complètement, la posture et le travail en dynamique. Enfin bon, ça on n'en parle pas souvent, mais pourtant ça arrive parfois au bout de on court absolument. 3 fois et hop, la mousse s'affaisse. En fait, les technologies Mmh. que les marques ont inventées, puis aussi on nous parle de supination, en nous Mmh. expliquant qu'on est plus ou moins. Non, en fait, la réalité, c'est que d'abord, deux corps humains sont toujours différents. Mmh. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit chez les coureurs élites, chez les coureurs kényans, par exemple, Oui. que, par exemple, Oui. Blaise Dubois a pu rencontrer avec lesquels. Mais en fait, chacun est fait de déséquilibres, et ces déséquilibres-là, il n'y a rien de mieux que le corps pour les rééquilibrer, plus on ajoute des interférences avec plus on déséquilibre, et en fait, on fausse un peu à la fois la manière dont je schématise, hein, dont les messages peuvent circuler. Le pied Mmh. est un capteur incroyable et envoie des Tout à fait. informations fondamentales au reste du corps. Mmh. Si on met des grosses chaussures qui viennent en fait fausser ces Ça perceptions-là, anesthésie, ça eh anesthésie les ben, sensations. Mmh. et,
Alors, je dis pas que tout le monde peut courir pieds nus. Moi, je cours avec Mmh. des chaussures minimalistes aujourd'hui, Mmh. mais la transition s'est faite lentement parce qu'il faut réadapter le corps, les muscles, tout l'équilibre Musculo-squelettique, ouais. musculo-squelettique, Mmh. mais ça, c'est fait et aujourd'hui, je cours avec des chaussures minimalistes. Quand je cours en montagne, je fais un peu plus attention parce que moi, mes Mmh. pieds me permettent pas aujourd'hui de courir sur des cailloux. Voilà, c'est comme ça. Mmh. En revanche, je cours très régulièrement pieds nus dès que le terrain le permet et voilà et je ne me blesse strictement plus. Enfin, si derrière tout ça, pour moi l'enseignement, enfin une forme de révélation, c'est que pendant 4-5 ans, je me suis inscrit dans un cycle de blessures permanent. Mmh. Aujourd'hui, depuis on va dire 2015-2016, à part des blessures qui sont liées à des chutes ou Mmh. oui, des chutes essentiellement. Oui, il y Ouais, en a une dernièrement, ouais, ouais, il y en a eu plusieurs là, impressionnante, mais, ouais, mais notre je me papy blesse plus. heureusement. Je me Ouais. blesse plus. Et même ces blessures parfois mécaniques, où bon là je me suis fait une fracture du plateau tibial Mmh. voilà, sur Mmh. une péripétie. Mais et en plus je récupère assez vite. D'ailleurs, Oui, c'est ça. Le souvent corps entraîné récupère très vite. ah non, mais souvent, Mmh. enfin, maintenant j'ai un dialogue qui est évidemment tout à fait différent avec mes kinés et tout ça. Il se trouve que mon kiné à Angoulême est quelqu'un qui a fait toute la formation clinique du coureur, quelqu'un avec qui je dialogue. Et lui, Mmh. très vite, et que, bah, par exemple, là, quand j'ai eu cette fracture, au départ, bon, il faut quand même être très attentif, mais Mmh. après, les signaux auxquels je devais être attentif, c'est la douleur. Donc quand j'ai Mmh. repris, ben voilà, je savais que ça c'était si jamais la douleur intervenait, ben il fallait que j'arrête parce que et c'est bah, encore une fois le corps est bien fait, il envoie des Mmh. signaux, il faut savoir Ouais. les capter, il faut être extrêmement attentif à ça. Mmh. Et parfois, encore une fois, je parlais tout à l'heure un peu d'intuition, mais parfois l'intuition c'est oui, l'intuition c'est que des fois quand on est à l'entraînement ou quand Mmh. eh ben, on a envie de boire. Ben, c'est Mmh. le meilleur sur Mmh. l'hydratation, par exemple, il y aurait beaucoup de choses Ouais. à dire. Ben, Ouais, ouais, aujourd'hui, bien sûr. le consensus scientifique, c'est dire on boit quand on a soif. Ça paraît tout con à dire, mais pendant longtemps, on nous expliquait qu'il fallait toutes les 20 minutes boire Mmh. 50 centilitres d'eau. En fait, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Pareil, l'alimentation, c'est quelque chose en fait qui peut être aussi de manière un peu instinctive. Moi, j'ai appris ça. J'ai appris en fait à manger quand voilà. Il y a des sensations. Parfois, j'ai envie de salé, parfois j'ai envie de sucré. Mmh. Et ben Tout à fait. quand j'écoute ces signaux-là, ben en fait, je me rends compte que tout va bien. Et donc parfois, je ne bois jamais, jamais de Coca-Cola ou Mmh. jamais. Et ben parfois sur des courses, j'ai envie de ça, ça me déroute, ben, Mmh. j'en bois et puis parce qu'à un moment, le corps des fois a besoin de. Moi, je fais très attention, ben, ça aussi c'est un équilibre, mais bon, j'ai aujourd'hui essayé, en tout cas pour mon alimentation, d'être très attentif à certains équilibres. Donc, ouais, j'ai notamment réduit un peu ma part de glucides. Mmh. Encore une fois, je mange beaucoup moins de protéines animales, quasiment plus. Mais je suis attentif à des fois à des besoins et tout ça. Et Les ben j'y réponds. micro-signaux. Euh, Mmh. euh, et que parfois quand j'ai des envies de sucre, ben j'hésite pas à manger des Ouais, ouais. fruits, Mmh. voilà. Ouais. Euh, Mmh. et, et puis bon, c'est gentil de dire que je suis un sportif de haut niveau. En tout cas, aujourd'hui, je pense avoir un niveau. Je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Euh, oui, à mon niveau d'âge aujourd'hui, j'ai des performances qui deviennent intéressantes. En tout cas moi, d'abord, qui me font plaisir parce que d'abord, je continue à progresser, ce qui pour moi aussi Mmh. est une grande découverte. Et oui, Je bien sûr. pensais que les, les quelques performances que j'avais eues il y a une dizaine d'années, en fait, je continue à m'améliorer. Continue. Mmh. Je continue. Ça, c'est mes performances. Alors, moi, je cours en fait beaucoup aujourd'hui de formats sur des marathons de montagne, donc des distances entre Mmh. 40 à 60 km, qui est D'accord. vraiment le format que je préfère Mmh. parce que je récupère très vite de ce genre Mmh. de course. Là, j'en ai enchaîné deux, malgré ma blessure, j'en ai enchaîné deux au mois de juin et ça s'est super bien passé. Là, j'en ai une samedi, je vais courir dans les Pyrénées à nouveau. J'en aurai d'autres
si la situation le permet là dans les prochains mois. Et puis j'aime bien continuer à avoir des longs formats parce que, encore une fois, c'est une aventure particulière, mais que j'envisage maintenant plus comme ça que comme une performance sportive. Parce que là, Bien pour le sûr. coup, à la fois, j'ai pas aussi les moyens ni je pense le goût de m'entraîner suffisamment pour être très performant sur des très longues distances. Mais j'essaye d'en faire encore une fois, peut-être maintenant tous les 2 ans, ça sera suffisant. Mmh. Mais c'est des aventures incroyables parce que tu parlais tout à l'heure de toucher aux limites et tout ça. Ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est quelque chose Mmh. qui, moi, m'intéresse. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, on rencontre, en fait, il reste plus grand-chose que, eh ben, en fait, ce que parfois on appelle, je sais pas comment dire, le c'est pas l'esprit, mais en tout cas le Le mental. mental, Et ça, honnêtement, c'est extrêmement intéressant. l'introspection, C'est-à-dire ouais. que, Mmh. en fait, on se rend compte qu'on est capable de Mmh. trouver des ressources Oui, absolument incroyables. oui. Euh, donc, C'est ce que d'ailleurs dit dans une interview Blaise Dubois quand il dit: «Le corps est doté de capacités d'adaptation exceptionnelles». Mais c'est rempli, c'est rempli de tout un vécu lorsqu'il dit ça. C'est pas juste quelque chose, voilà, c'est à travers l'expérience, à travers les extrêmes. Et il dit aussi une chose intéressante, c'est que l'homme moderne, à travers sa sédentarité, à travers le port de grosses chaussures, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est fragilisé. Donc c'est même pas que dans la course, c'est aussi dans son quotidien. Et au lieu de permettre au corps d'exprimer ses potentiels, ce que j'entends de ce que tu dis, si j'en me réfère à cette phrase-là, au lieu de laisser au corps le temps et la possibilité d'exprimer ses potentiels naturels, on passe son temps à lui mettre des choses plutôt qui l'anesthésient, des grosses chaussures, une vie sédentaire, on consomme sans savoir ce qu'on mange. Est-ce qu'on pourrait dire, Frédéric, que finalement ton voyage t'a fait partir d'un état sportif pulsionnel, un peu extériorisé, un peu à l'extérieur de toi-même, vers un oui. état introspectif, incarné, nourri par ces expériences et surtout une connaissance t'amenant à des sensations de plus en plus fines et une autonomie quasiment totale finalement. Même si tu as besoin d'aide et de support peut-être encore thérapeutique, mais une autonomie vers une autonomie peut-être totale. Voilà. En tout cas, ce que j'ai découvert, c'est à la fois des ressources incroyables. Mm, Juste pour revenir là-dessus, effectivement, c'est troublant. Par exemple, quand on fait distance de 160 km, mm, que par moment, au bout de 30 heures, 35 heures, on est tout d'un coup gonflé par une énergie qu'on pensait totalement tarie parce que ça faisait des heures qu'on était. Et ça m'a enseigné des choses. Ben, moi, j'avais l'impression des fois sur une heure d'effort d'être au bout de moi-même et tout ça. Enfin, bon. Euh, et ça, je me suis rendu compte que, en fait, ça pouvait s'appliquer aussi dans ma vie de tous les jours mm, euh, et oui, je suis parti de beaucoup de déséquilibres aussi, d'une vie qui était. Ça rejoint aussi toutes les injonctions qu'on reçoit. Enfin, je pense à celle mm, des 3 repas par jour. J'ai toujours mm, entendu ça. Et Daniel Lieberman, dont je reviens parfois à lui, mais lui, il a fait des travaux incroyables pour montrer justement que l'homme moderne, en fait, est totalement désadapté. Il est dans un monde qui l'oblige à un certain nombre de choses. Alors, on peut parler du sommeil. ok. Donc voilà, alors on a juste été coupé 2 petites secondes, on reprend notre conversation de tout à l'heure. Voilà, donc je t'écoute Frédéric. Non, je disais que quelque chose que j'ai découvert au travers du dialogue avec les scientifiques, c'est que en fait, on est un peu inadapté au moderne, Tout à dans le fait. sens où c'est un paradoxe mais en fait, les humains d'aujourd'hui sont pas très adaptés au mode de vie, on va dire occidental, Non. et on a un corps qui est hérité du paléolithique et Mm, qui souffre en fait dans un environnement qui est un environnement nouveau, qui s'est mm, imposé depuis mm, quelques centaines d'années. Et Daniel Lieberman, il a défini ça comme ce que lui appelle la dysévolution, c'est-à-dire mm, et que
mais en fait, notre rythme de vie d'aujourd'hui, 3 repas par jour, assis toute la journée, hem, et ben, en fait et si l'évolution a été, lente, progressive, bah, aujourd'hui, en peu de temps, on sait que notre corps fondamentalement, n'a pas beaucoup changé, Ouais. mais notre mode de vie a changé et dans Mmh. ce monde-là, alors certes, on vit plus vieux, mais on il suffit de le voir autour de nous. Enfin, il y a Mmh. je pense que la suralimentation saute aux yeux de dans les Avec le sociétés diabète, occidentales, enfin, toutes ces choses qui vont avec, hein. et alors, évidemment, on va pas tous revenir à, la cueillette et et le crudivorisme et que sais-je, mais simplement, parfois se recaler sur, voilà, des encore une fois, à ma toute petite échelle, aujourd'hui, je travaille debout, donc Mmh. clairement, je ne passe plus les 8 à 10 heures que je passais avant assis, bah, maintenant je les passe debout, ce qui change beaucoup de choses. C'est encore une fois une petite adaptation qui dure, 15 jours, 3 semaines et puis après on trouve, aujourd'hui j'ai du mal à m'asseoir, heu Mmh. parce que, et puis, ben, de l'alimentation, peut-être, revenir sur, vraiment plus, encore une fois, on parlait d'intuition, hein. Mmh. Moi, je vais beaucoup plus alors je me suis adapté aussi parce que j'ai une vie, professionnelle et tout, mais je trouve aujourd'hui un peu mon équilibre dans, en fait, du jeûne alternatif, donc plutôt, Mmh. des fenêtres d'alimentation plus resserrées qui viennent aussi se caler un peu à mes entraînements, Mmh. parce que c'est toujours bien de favoriser des entraînements à jeun parce que c'est le moment où on favorise, la filière qui est la plus intéressante pour moi, qui fait de la course, en ultra-endurance, c'est-à-dire plutôt, une filière cétogène, donc être Mmh. capable d'habituer son corps à aller chercher les réserves de graisse Je vais et brancher la batterie, je t'écoute. ouais. Et, et donc ça, c'est, voilà des petites choses qui font qu'aujourd'hui, je me sens à la fois, relativement équilibré. En tout cas, j'ai une Mmh. en tout cas, je ressens, je sais pas comment le Mmh. dire autrement, mon corps de façon je sais aussi beaucoup mieux, lire, les signaux d'alerte, les moments où je sens qu'il faut que je me repose, alors le sommeil, c'est fondamental, mais c'est quelque chose que j'ai négligé pendant des années et Mmh. qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, remis au centre de ce petit équilibre-là et encore une fois, à mon échelle, j'ai des journées bien remplies, mais Ouais. j'arrive à trouver mais l'alimentation, c'est quelque chose d'important. Enfin, je vais de moins en moins au restaurant où Mmh. finalement on a des tentations, même j'y vais évidemment, j'ai une vie sociale, mais et je mange beaucoup plus quand j'en ai envie, quand je Mmh. ressens, en fonction des besoins. J'ai aussi vraiment été curieux, ma alimentation, aller manger des choses que je mangeais pas et qu'aujourd'hui ils sont devenus des et en me disant, bah, c'est en expérimentant, il y a des choses qui vont m'intéresser, me séduire plus que d'autres. Mmh. C'est sûr qu'aujourd'hui, mon alimentation est beaucoup basée sur, les fruits et légumes, heu, beaucoup de protéines, plutôt végétales. Mmh. Après, d'abord, je continue à consommer un peu de protéines, animales. Et il se trouve que dans l'ultra-endurance, ça aussi, je l'ai Mmh. découvert, au fur et à mesure de mes rencontres, c'est qu'il y a énormément notamment de végétariens. Mmh. Il y a même des sportifs de très haut niveau qui sont dans des démarches diététiques encore plus, Plus poussées. extrême. Mmh. Moi, j'ai trouvé un équilibre dans ce qui me convient. Voilà, je suis pas suivi par un nutritionniste ou par, Mmh. voilà. Après, je sais que pendant longtemps, alors moi, j'ai la chance de ne pas avoir de pathologie ni rien, donc je Mmh. prends plus de médicaments depuis très longtemps, y compris pour, soigner mes douleurs ou les bobos quand j'en ai. Mmh. Ça, c'est un choix, éclairé avec mon médecin traitant qui Mmh. est parfaitement d'accord avec ça, mais qui me dit: Oui, «Bah, oui, si tout des à fois fait, il le ouais. faut», voilà, on a un dialogue qui est et Mmh. j'étais même un peu inquiet de lui dire, «Voilà, moi j'aimerais affirmer que les médicaments, ça m'intéresse pas beaucoup. En tout cas, les médicaments de confort, hein, évidemment, Mmh. si j'en ai besoin, j'en ai besoin». Et ben, en fait, la réalité, c'est que je ne prends plus de médicaments depuis longtemps. Mmh. Alors
au travers notamment de mon parcours avec la clinique des coureurs, compris aussi par exemple que les anti-inflammatoires avaient des effets délétères. Ça aussi, je l'ai découvert, hein, et qu'à la fois, ils ne soignaient pas ceux pour quoi on les prenait, et puis qu'ils avaient des effets, notamment sur l'appareil digestif et tout, qui étaient... Donc, bon, j'envisage les choses autrement quand je suis à tout ça. Et en fait, en construisant cet équilibre-là, bah, je me rends compte, alors je touche du bois, hein, mais que bah, je suis forcément moins malade. J'ai plus du tout les petits pépins saisonniers que j'avais, ça, voilà. Et aujourd'hui, je complémente très peu, hein, je prends pas du tout il m'arrive parfois parce que de suivre les recommandations, bah, si me demandent de temps en temps de prendre quelques compléments, je prends de Oui. l'eau de Quinton par exemple, des choses À comme la ça. carte. Oui, l'eau de Quinton, oui, ça a des Et propriétés intéressantes. voilà, parce que je sais aussi, ça c'est des partages d'expérience avec des sportifs d'ultra-endurance qui disent ben, que eux, ça les aide parfois à passer des moments quand on est à la limite. Alors moi, ça m'arrive assez peu, mais du surentraînement, il y a vraiment des signaux d'alerte qu'il faut savoir. Et à ce moment-là, ben, se reposer, recaler l'alimentation. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais moi, je consomme de l'alcool de manière récréative de temps en temps. Mais je sais aujourd'hui, je mesure l'impact que ça a. Donc, je le fais de temps en temps, et je le vois à l'entraînement. Enfin, c'est tout bête, hein, mais bien sûr. ça Oui, a un le corps impact. plus raide, Ça a plus un impact fatigué, sur. moins explosif, voilà. Enfin, c'est Donc, avec l'alcool. ben, je suis aussi attentif à ça parce que je me dis que voilà, si j'ai envie de profiter, honnêtement, le plaisir que me procure parfois la découverte, le fait d'être capable de courir plusieurs heures et tout ça. Des fois, je résume, c'est une expression que j'ai aussi empruntée à d'autres. Mais honnêtement, j'aime vraiment la personne que je suis au sommet d'une montagne après 10 heures de course que celui que je suis dans la vie de tous les jours ou celui que j'étais je ne vais pas dire ma vie d'avant, enfin, je ne veux pas non plus rentrer dans des schémas un peu grotesques, mais aujourd'hui, et on a tous, je pense, une part d'enfance qu'on garde au fond de soi, qu'on véhicule. Je ne fais pas de nostalgie, mais, mais le côté très pétillant que je garde en souvenir de mon enfance, honnêtement, je le retrouve dans ces moments-là. Donc, bah, je suis content J'entends de les très bien. retrouver à ce moment-là. Et oui, j'ai l'impression, là non plus, mais que même dans mon rapport aux autres, hein, j'ai équilibré des choses depuis ce temps-là. Euh, et, et alors du coup, moi, je suis très attentif aussi à pas dire aux gens il faut faire comme ça. Mais je me rends compte que là, je parle de mon entourage, puis des gens bah, qui peut-être se soucient ou de leur santé ou que sais-je. Bien Et sûr. ben aujourd'hui, ils me demandent des conseils. Alors honnêtement, je ne suis pas un scientifique, je suis pas, mais bon, je suis en tout cas capable de partager ma propre expérience et puis aussi ce que j'ai appris de, de mes rencontres, de mes dialogues avec à la fois des sportifs et tout ça. Les sportifs de haut niveau que je rencontre sont des gens assez équilibrés. Alors, pour être de très haut niveau, là pour le coup, je constate qu'il y a quelque chose des fois qui est de l'ordre peut-être du déséquilibre, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Et on va dire que la plupart, c'est vrai que ceux qui sont, bah, il y a quelque chose en plus, mais alors là pour le coup que moi je n'ai pas. Et c'est des gens qui sont capables d'engager un peu plus encore, euh, voilà, peut-être dans une confrontation à la douleur, à eux-mêmes et tout ça. Bon, moi, je ne suis pas dans ce rapport-là. Et quand je fais une course, honnêtement, c'est une aventure qui est parfois très intérieure, très intériorisée. Et j'y rencontre des plaisirs incroyables. Moi, gagner une course, ce qui m'est très peu arrivé, ça m'est arrivé, mais peu importe. En revanche, l'accomplissement ou être capable, là, la dernière course que j'ai faite, elle avait une saveur très particulière. C'est le marathon du Mont Blanc, donc une course sur un format d'une quarantaine de kilomètres en haute montagne autour de Chamonix. Et, et en fait, j'avais gagné un concours, peu importe, et mon frère Alexis est venu avec moi.
il se trouve que lui, puisqu'il est devenu photographe et vidéaste de ce sport-là, il est sans arrêt dans la montagne. En revanche, il n'avait jamais accroché un dossard. Donc c'était son premier dossard. On l'a couru ensemble. Honnêtement, le plaisir que ça m'a procuré, pour moi, là, pour le coup, là, il n'y avait pas d'enjeu sportif. Je voulais qu'on aille au bout, mais les émotions qui m'ont traversé pendant cette course-là étaient bien supérieures à ce que je peux parfois ressentir quand une course se passe très bien et que, par exemple, je réalise une bonne performance, qui peut m'arriver de temps en temps. Mais c'était vraiment autre chose. Et donc voilà, moi, et je pense qu'on est beaucoup dans vous savez, cette pratique, ce qu'on appelle le trail running en bon français, la course en sentier, la course en milieu naturel, connaît un essor colossal. Et tous les gens qui le pratiquent, plusieurs millions en France, sont des gens qui ne cherchent pas la performance. Alors, il y a des gens compétitifs, mais honnêtement... Et puis ce sport-là aussi, cet avantage, c'est que quand on court sur route, on est parfois... Bah oui, il y a des temps de référence et tout ça. Un parcours en montagne ne ressemble à aucun autre parcours en montagne. Bien sûr. Donc, il y a la diversité de relief, la diversité de sensations, de perceptions, de parfums. Enfin, les sens sont aussi en explosion, et les sens aussi au niveau perceptif, au niveau proprioceptif. Le cerveau est beaucoup plus stimulé, c'est plus jouissif en définitive. Et on est si j'entends bien. Dans un rapport qui est complètement différent. Et moi, je m'entraîne pas mal seul ou avec un ami dans les Pyrénées, par exemple. Franchement, enfin, c'est des moments, à la fois le moment d'attente, les quelques heures avant, il y a une espèce de fébrilité, une excitation, et de le vivre, honnêtement, enfin, j'ai peu de... En tout cas, pas ma vie d'avant, mais en tout cas dans ce que je pouvais expérimenter, mais en fait, là, je rencontre des sensations, des sentiments qui sont très forts. Moi, j'ai un rapport à l'écriture, à la littérature assez fort, à la poésie aussi. Et ben, pour moi, je fais le lien, honnêtement. D'ailleurs, j'emmène souvent des livres quand je vais courir, parce que des fois, je me dis, quand je suis fatigué, je lis. J'aime la poésie parce que c'est souvent très ramassé, et puis c'est finalement une succession d'émotions mais bah, je retrouve ça en courant. Donc et le dialogue intérieur, quand on lit de la poésie, ça remue des sentiments, des images et tout ça. J'ai le même sentiment. Et honnêtement, je n'avais pas rencontré ça dans d'autres facettes de ma vie. Voilà, je le retrouve quand j'écris, toute proportion gardée. Je ne suis ni poète ni romancier, mais j'ai ce rapport-là avec l'écriture et avec la course à pied. Donc tout ça participe d'un équilibre qui aujourd'hui remplit quand même pas mal à la fois mon emploi du temps et puis mes envies, quoi, très clairement. Oui, puis qui t'amène à une forme de plénitude qui se transmet aux autres aussi, et qui transforme aussi tes relations, j'imagine, au quotidien d'une façon extrêmement positive, beaucoup plus réjouissante que s'il n'y avait pas tout ça. C'est sûr. Je pense qu'on est tous faits de faiblesse et de force. Comme tout le monde, j'ai traversé un certain nombre d'épreuves, des fois très maladroitement. Aujourd'hui, la course à pied me permet en tout cas vraiment de m'appuyer d'une certaine manière sur quelque chose d'un peu solide. C'est ce qui m'a beaucoup manqué dans un axe. Quelque chose sur lequel je me sens fort. Par ailleurs, j'ai on entend bien que excuse-moi, j'interromps un peu, qu'on entende bien que c'est pas juste courir, c'est tout ce que tu nous as raconté, avec cette capacité introspective, analytique, de ressenti, de perception, de sensorialité, de mise en image au niveau du mental, et aussi capacité à l'écrire aussi, à le vivre et l'exprimer. Voilà, c'est vraiment tout ça, en fait. Absolument. Et du coup, c'est presque de l'ordre de l'émotion. Ce qui me rassure aussi. C'est ce que j'entends. Émotion, mouvement. Non, mais c'est sûr.
Et c'est quelque chose qui m'avait, Ouais. enfin, en tout cas, que je n'avais pas expérimenté jusque-là, et aujourd'hui, Mmh. oui, qui remplit bien ma vie. Qui oui, voilà, que de l'ordre de la vibration. Tu m'avais Absolument. dit que ton temps était, limité, Oui. donc on arrive au bout de ce temps. Merci beaucoup Frédéric. Est-ce que tu as un Non, non, petit quelque merci à chose à toi. ajouter avant qu'on se quitte? Une Oui, moi, dernière petite j'avais, chose pendant longtemps, j'avais gardé comme un petit mantra. C'était mon père qui m'avait mis ça dans la tête. que j'ai bien Il me, connue? oui, il me disait le, que dans la vie, tout était possible, mais le pire était à craindre. Mmh. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, cette espèce de phrase: tout est Mmh. possible, mais le pire est à craindre. Je sais aujourd'hui, et j'ai modifié ce mantra-là, je pense Mmh. que le meilleur est aussi à espérer. Et que j'ai vraiment enfin, en tout cas, c'est la perception que j'ai de la vie aujourd'hui. Et Mmh. elle a été négative pendant longtemps. Je sais que, parce que je partage aussi parfois les inquiétudes de mes amis ou de gens qui. Mmh. Mais je pense que voilà, il y a une part de lumière partout. Et ce que je dis parfois, et c'est souvent la dédicace que je laisse dans les livres quand on me demande, je dis que le plus important, c'est le sentier qu'on a devant soi. Celui qu'on a derrière, bon, il permet de. Mais celui qu'on a devant soi, il est quand même incroyable. Et moi, en tout cas, c'est celui sur lequel je m'engage, quoi. Mmh. Et j'ajouterais créatif et infini. Merci beaucoup Frédéric. Je rajoute juste avant qu'on se quitte que toutes les références qui ont été citées seront en lien dans la description de la vidéo. Merci beaucoup à toi. En Merci de prie. votre écoute qui allait suivre cette vidéo et à bientôt. Au Alors, revoir.